À la une ce dimanche, Grand Laou accueille le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il a procédé à la mise sous tension électrique de 2 villages, au lancement des travaux de l'Institut ivoirien des collectivités locales et à des dons de matériel didactique au lycée municipal. La relance du secteur énergétique ivoirien au cœur du deuxième séminaire pétrole, gaz et énergie. Enjeu principal de la rencontre tenue dans la capitale politique Yamoussoukro, redynamiser le secteur pétrole, gaz et énergie en Côte d'Ivoire. Démarrage des vols commerciaux Abidjan-San Pedro demain lundi. La compagnie Air Côte d'Ivoire se lance ainsi dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Elle dispose pour cela de 2 nouveaux avions qui ont coûté 23 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Dimanche 23 novembre, bonjour à vous et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire depuis le 8 novembre dernier. Mais la mesure est-elle effective sur le terrain? Quelle solution pour les producteurs de ces sachets plastiques, petite industrie et commerçants, dont c'est la matière première? Les sont-elles sensibilisées? Eh bien, le directeur général de la salubrité urbaine, M. Camélan Pokou, est avec nous pour répondre à toutes ces questions. Bonjour, M. Camélan. Bonjour, madame. Eh bien, nous revenons à vous juste après le point de l'actualité. Mise sous tension électrique de 2 villages, lancement des travaux de l'Institut ivoirien des collectivités locales, dons de matériel didactique au lycée municipal. C'était à Grand Laou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, lors de la visite du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a également rencontré sur place les chefs traditionnels et les guides religieux. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, dans le département de Grand Laou pour une visite de travail. Après avoir été accueilli à l'entrée de la ville par le député maire, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a mis le cap sur l'esplanade de la mairie qui, pour l'occasion, a refusé du monde. Venu de tout le littoral, les populations sont sorties très nombreuses pour réserver un accueil de plus chaleureux à l'illustre hôte. Ainsi, après avoir reçu l'accueil de la ville des maires du député maire Djaya Jean, faisant de lui citoyen d'honneur du Grand Laou, Ahmed Bakayoko a dit être venu pour toucher du doigt les réalités de la population, voir leurs problèmes et les rapporter au gouvernement. Je viens en tant que collaborateur du président et du Premier ministre toucher vos réalités, voir vos problèmes et aller rapporter au gouvernement afin que des solutions idoines soit trouvé pour le bonheur des enfants des Grands Laou. Poursuivant sa visite, Ahmed Bakayoko est allé s'incliner sur la tombe de feu Arsène Huché Assouan, ancien compagnon de feu Félix Soufouadouani, avant de se rendre au lycée moderne de la ville où il a offert 100 tables bancs. Mis par la suite sous tension électrique, les villages de Djoulabougou et d'Agoudam a procédé à l'inauguration du centre de formation, de l'emploi et du développement durable, l'espace de production d'articles des femmes à Vicam et visite le site de 4 hectares qui va abriter l'Institut des collectivités locales. Nous avons un grand projet de création d'un institut qui va travailler au renforcement et à la formation des agents des collectivités locales. Donc cet institut, nous avons choisi Grand Laou et aujourd'hui le maire nous a mis à disposition 4 hectares et très bientôt nous viendrons pour la pose de la première pierre. Et cet institut va permettre de former tous les agents qui travaillent donc dans les mairies. À la suite de toutes ces visites, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a eu une rencontre avec les chefs traditionnels, les guides religieux de la région des 3 eaux. À Yamoussoukro, la deuxième édition du séminaire pétrole, gaz et énergie a pris fin ce week-end. Enjeu principal de la rencontre, redynamiser le secteur pétrole, gaz et énergie en Côte d'Ivoire. Maïsako. La deuxième édition du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie a refermé ses portes. À l'occasion de la cérémonie de clôture, les séminaristes ont établi le bilan des actions menées depuis 2011 avant d'élaborer des plans d'action et d'investissement. Ces participants ont aussi mis à profit cette opportunité pour faire des recommandations allant dans le sens de la redynamisation du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014 recommande à Monsieur le ministre du Pétrole et de l'Énergie son implication dans la création d'une école du pétrole au sein de l'INPHB de Yamoussoukro, la pérennisation du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014
Au dire du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, la mise en œuvre de ces recommandations devrait permettre de jeter les bases d'une industrie pétrolière et énergétique forte qui va contribuer à la prospérité économique du pays. De l'exploitation des ressources pétrolières et gazières à l'augmentation de la production d'électricité, il faudrait un investissement d'environ 12 000 milliards de francs CFA pour les deux secteurs, hydrocarbures et électricité. Les participants au séminaire disent être satisfaits des travaux. Nous avons eu des experts de tous les domaines qui nous ont apporté énormément en termes de propositions. Je suis très heureux parce que les recommandations de ce séminaire ont mis en exergue l'aspect de la formation des ressources humaines. Pétrole, gaz et énergie, quelle contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire? Tel est le thème du séminaire cette année. La prochaine rencontre est prévue en 2016. La Cour suprême renforce les capacités des gouverneurs de district et des élus locaux. Ils ont appris à contrôler et surtout à mieux gérer les finances publiques locales. Maïsako. Les gouverneurs de district et les élus locaux viennent d'être mieux outillés en matière de gestion des finances publiques. La formation a été assurée par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le séminaire s'est bien déroulé selon le président de cette juridiction. Les élus ont écouté le message de la Cour suprême et nous sommes sûrs qu'ils en feront un bon usage. Le représentant de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, également porte-parole des élus au gouverneur de district, a abondé dans le même sens. Hubert Amani a toutefois fait une doléance. L'organisation très prochaine par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, notre tutelle, et le ministère de l'Économie et des Finances, un séminaire pour évoquer plus largement les préoccupations des élus locaux. Les participants ont salué la tenue de la rencontre. Le président de la République, lors de la tournée dans le Tonpi, a eu à affirmer, il a dit qu'il donnerait beaucoup plus de moyens aux collectivités territoriales pour travailler, pour remplir la mission vis-à-vis des populations, mais que ces moyens seront accompagnés par un plus grand contrôle. Donc il était important que les élus locaux connaissent les moyens, les procédures de ce contrôle. Ce séminaire nous a permis d'exprimer nos besoins vis-à-vis de nos gouvernants, de nos décideurs. Aujourd'hui, nous savons vraiment nos droits, nos devoirs et nos limites. Et en plus, les sanctions vraiment qu'un chef de collectivité encourt aujourd'hui désormais lorsque les deniers publics vraiment sont mis à mal. Les responsables de la Chambre des comptes, haute juridiction financière de la Cour suprême, ont pour leur part réitéré leur disponibilité pour contribuer au renforcement des capacités des responsables des collectivités territoriales. Comment améliorer la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire? Pour apporter des réponses à cette question, une rencontre a été initiée par des organisations non gouvernementales. Il a notamment été question d'informer et de sensibiliser les acteurs du domaine à la bonne gouvernance. Sephora Zegui, Alvarassa. L'évaluation de l'état de la transparence, de la redevabilité et de la gouvernance dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Et c'est le thème de cet atelier qui permettra d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un processus dont le bon fonctionnement profitera aux populations. L'étude qui a été menée vient en fait faire l'état des lieux pour voir si effectivement au-delà de la conformité de la Côte d'Ivoire, si dans les faits, dans la réalité, on peut dire que l'ITIE a amené effectivement les gouvernants à être transparents. Il est important que des mécanismes appropriés de gouvernance soient mis en place pour que cette création de richesses puisse être retenue dans l'économie nationale et puisse profiter effectivement aux populations de ce pays-là. Pour l'amélioration de la transparence en Côte d'Ivoire, des recommandations sont faites par le docteur Jonathan Bédé. L'ITIE est bien mise en œuvre en Côte d'Ivoire, mais dans la mise en œuvre de cette initiative, il y a encore des difficultés à surmonter, notamment mettre en place une synergie véritable entre les différents acteurs, faire en sorte également que l'ITIE touche un nombre plus important d'acteurs.
Cet atelier qui a réuni des organisations de la société civile, des organisations internationales, des chercheurs et professionnels des médias a été validé sous réserve d'observations faites par les participants. Un plan d'action a été également adopté en vue du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier. Un mot sur le transport aérien dans le pays. Les vols commerciaux Abidjan-San Pedro démarrent demain lundi. Le vol inaugural a eu lieu ce vendredi. La compagnie Air Côte d'Ivoire se lance ainsi dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Elle dispose pour cela de 2 nouveaux avions. Ils ont coûté 23 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Francis Boifo. Air Côte d'Ivoire, désormais à San Pedro, avec 3 vols commerciaux réguliers par semaine. Au départ d'Abidjan, le passager en classe économique paiera 81 000 francs CFA TTC pour des vols en aller et retour et 202 000 francs CFA TTC en classe business. Moi qui venais une fois par mois, maintenant je viendrai chaque semaine grâce à Air Côte d'Ivoire. D'abord, le prix nous permet de le prendre. C'est très important déjà pour les opérateurs économiques. Ça va accélérer les investissements qui sont prévus. Et demain, ayant une visibilité beaucoup plus importante sur la région de San Pedro, sur les potentialités de San Pedro, du fait simplement de ce va-et-vient des opérateurs, il va y avoir un développement beaucoup plus important que nous pouvons espérer. 45 minutes pour allier San Pedro en avion, il y a certainement un impact sur le développement de la région. Des sociétés de location de voitures vont se développer, les hôtels qui vont se remplir vont effectivement acheter auprès de nos mamans tous les fruits que vous voyez en bordure de route. Je voudrais, au nom des populations de la région, marquer notre profonde gratitude au chef de l'État. Aujourd'hui, il est possible à tout un chacun d'aller à l'aéroport, de voir l'avion et de le toucher. Ça va quand même constituer une motivation supplémentaire aux jeunes enfants. Et certains même déjà commencent à nourrir l'idée, c'est-à-dire de pouvoir devenir pilote. Pour le ministre du Tourisme Roger Kakou, les vols domestiques d'Air Côte d'Ivoire auront un impact sur le tourisme. Ça permet aux touristes d'arriver sur Abidjan, de pouvoir visiter l'intérieur du pays. Et San Pedro est un site touristique exceptionnel. Venir dans le sud-ouest, visiter les sites balnéaires très important, et également au niveau écologique. On a la forêt de Taï qui est pas loin. Visiter toutes les potentialités touristiques de Côte d'Ivoire et retourner de manière très sereine et en toute sécurité sur Abidjan. Les vols commerciaux d'Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays à partir d'Abidjan démarrent ce lundi 24 novembre avec 3 vols réguliers par semaine à destination de San Pedro au sud-ouest et à Korogo au nord. L'ouverture de la ligne Abidjan-Bouaké est prévue pour décembre prochain. La Poste ivoirienne intègre les nouvelles technologies de l'information à ses services afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Quels sont ces nouveaux services? Comment fonctionnent-ils? Doigt de Laser répond à ces questions. La Poste Côte d'Ivoire, cette entreprise du courrier postal, redynamise ses prestations offertes à la population ivoirienne. 5 nouveaux produits viennent en complément à ceux existants, une initiative pour permettre à des milliers de clients de la structure de bénéficier des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouvelles mesures pour fidéliser la clientèle. La première activité est une activité d'Express International, comme le font d'autres, en s'appuyant sur un partenaire de référence. La deuxième activité est une activité de machine à affranchir, qui celle-là est une activité qui est dédiée aux entreprises, de procéder à l'affranchissement de leur courrier. Il y a le courrier hybride, qui est un produit hautement technologique. Une fois de plus, le courrier arrive à la poste sous une forme électronique et en ressort sous une forme physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la Poste a décidé d'exploiter le potentiel qui se trouve dans ce qu'on appelle la poste numérique, dans l'utilisation donc des TIC, pour donc revenir à meilleure fortune. Des innovations importantes soutenues par l'État de Côte d'Ivoire, qui entend faire de la Poste Côte d'Ivoire une entreprise du service public de qualité. Déjà, un plan de redressement est mis en œuvre avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux qui devront trouver des stratégies idéales pour le repositionnement de la structure sur le marché local et international.
Les sentiers de l'émergence, une tribune d'échange mise en place par la diaspora ivoirienne. Il s'agit pour ces Ivoiriens de l'étranger de plancher sur leur place dans la relance économique du pays. Mamadou Traoré, Sidonie Davila. La plateforme d'échange dénommée les Sentiers de l'émergence est une initiative du Club économique et d'affaires de la diaspora ivoirienne, CADI. Elle a réuni autour d'une même table gouvernants, hommes d'affaires et membres de la diaspora ivoirienne. Ont été principalement abordées au cours de ces échanges les questions liées à l'amélioration du cadre des affaires en Côte d'Ivoire. L'enjeu majeur est de mobiliser davantage d'investissements étrangers vers la Côte d'Ivoire. La diaspora essaie déjà de soutenir de manière locale toutes leurs familles qui sont déjà en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a voulu officialiser, créer un cadre de change pour permettre aux ressources de la diaspora de pouvoir impacter non seulement le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'améliorer la plupart des entreprises en termes de compétitivité pour que la Côte d'Ivoire puisse non seulement exporter, je veux dire, des produits terminés, des produits finis vers l'Occident. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous nous attelons. Donc concrètement, aujourd'hui, on a mis en place un club économique qui accompagne des investisseurs étrangers à rencontrer des homologues ivoiriens, mais aussi on est en train de travailler à la mise en place de porteurs de projets pour que les projets des jeunes Ivoiriens puissent être financés par les ressources de cette diaspora-là. Selon les chiffres officiels, la diaspora ivoirienne, estimée à environ 1 240 000 personnes, dont 60% en France, contribue à moins de 3% du PIB, produit intérieur brut. Une faible contribution qu'entend relever le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, en organisant fin janvier 2015 à Abidjan le Forum international Diaspora for Growth. Le Conseil Café Cacao a procédé à la remise d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de Soubré. Il est question d'améliorer les conditions de vie des producteurs de café et de cacao dans cette région. Noël Niagno. Petit Béoumi, Nyamboya ou Ansiali, 3 localités peuplées de producteurs de café cacao de la région de Soubré. Elles ont été équipées en infrastructures socio-économiques de base grâce à la plateforme de partenariat public et privé de la filière café cacao. Situé à 170 km de Soubré, très enclavé, Petit Béoumi s'est vu doté d'une école primaire de 6 classes avec bureau du directeur, d'une cantine scolaire et de latrines. Nyamboya bénéficie de 3 salles de classe, de kits scolaires pour améliorer les résultats scolaires et aider à la scolarisation des enfants, notamment de la petite fille. Wansiali, dernière localité à bénéficier des bienfaits de la plateforme de services partenariat public-privé de la filière café cacao, son centre de santé a été réhabilité et équipé, lit d'hospitalisation, table d'accouchement et de matériel médicaux. Le tout d'une valeur de 15 414 000 francs CFA. À cela, il faut ajouter une ambulance médicalisée de 29 millions de francs. Outre ces équipements et ces réalisations, le Conseil Café Cacao a fait don de vivres et de non-vivres aux cantines scolaires de Petit Béoumi et Nyamboya. Ces actions visent à améliorer les conditions de vie des paysans producteurs de café cacao. Les infrastructures ont été cofinancées et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les communautés bénéficiaires elles-mêmes ont financé une partie des infrastructures qui leur sont aujourd'hui données. La délégation du Conseil de café cacao s'est également rendue à Petit Bandoukou, toujours dans la région de Soubré, pour voir les résultats des expériences réalisées en matière de régénérescence cacaoyère. Cette expérience est conduite par Ikraf Mars. L'Institut national de formation judiciaire renforce les capacités des nouveaux chefs de juridiction et des greffiers en chef. Ils sont désormais en phase avec l'appareil judiciaire ivoirien. La gestion des juridictions et le management des services de greffe ont principalement été évoqués. Adama Kamagaté, Gabriel Zani. Il n'y a pas d'État fort sans justice forte. Une justice forte s'obtient par la formation des magistrats. L'Institut national de formation judiciaire a tenu un séminaire de formation pour les nouveaux chefs de juridiction et de greffiers en chef. Rien ne prédispose au conformisme que le manque de formation. La tenue de cette session de formation sur la gestion des juridictions est un besoin réel dans l'optique de l'amélioration du fonctionnement de notre appareil judiciaire. La formation judiciaire permet de faciliter le travail des magistrats ou des greffiers en chef dans leurs relations avec les populations. Le thème est tellement important pour nous qui venons d'être nommés à la tête de juridiction. On compte sortir
de ce séminaire avec encore plus de formation pour faire en sorte que nos juridictions puissent aller vraiment de l'avant. Sur la pratique du terrain, il y a des difficultés que nous rencontrons. Ce séminaire est bienvenu pour que nous puissions harmoniser tous ces points de vue, pour que nous passions de bons pieds pour le meilleur service public de la justice. Le management des services et la gestion des juridictions ont été les sujets débattus pendant les travaux. Les nouveaux chefs de juridiction et de greffiers en chef sont satisfaits car le contenu de la formation correspond à leurs besoins et leurs préoccupations. Parlons santé, le programme des Nations Unies sur le VIH-Sida veut éradiquer le virus d'ici à 2030. Le directeur régional de l'ONU-Sida pour l'Afrique a présenté la nouvelle approche de son institution. Elle doit permettre d'éviter près de 28 millions de nouvelles infections dans le monde. Christelle Nda, Pargasso reconnaît. Près de 28 millions de nouvelles infections du VIH-Sida et 21 millions de décès pourraient être évités d'ici à 2030 selon le nouveau rapport de l'ONU-Sida. Ce programme des Nations Unies sur le VIH-Sida dispose désormais de 5 ans pour briser définitivement la pandémie en adoptant une approche dite accélérée. Les cibles à atteindre d'ici à 2020 sont les triple 90. Nous disposons vraiment des armes fatales pour pouvoir vaincre la maladie. Donc la triptyque 90-90-90 est à notre portée. Si nous réalisons cette ambition, ce qui est dit, c'est qu'au plan global, nous allons économiser près de 21,8 millions de vies humaines entre ici et 2030. Malgré les progrès significatifs de lutte contre cette pandémie, la sensibilisation reste un moyen de lutte efficace contre la maladie. Ce n'est pas parce que le traitement est disponible que nous pouvons penser que nous pouvons baisser la garde. Comme j'aime à le dire souvent, la lutte contre le sida, c'est comme un combat de boxe. Le directeur régional de l'ONU-Sida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre se félicite des efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le VIH-Sida. En matière de prise en charge de la transmission mère-enfant, donc la lutte contre la transmission mère-enfant, là-bas aussi les statistiques tournent aux environs de 50 à 55%, alors que la Côte d'Ivoire est au-delà de 65-67%. Donc, la Côte d'Ivoire fait mieux que la moyenne régionale. Occasion pour lui d'aborder la question de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les responsables de l'ONU-Sida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre exhortent l'ensemble des organisations de lutte contre le sida à unir leurs efforts à atteindre l'objectif 0 cas d'infection du sida dans le monde. La synthèse, c'est le nom du tout nouveau venu dans la presse écrite ivoirienne. C'est un mensuel d'information générale et il vient d'être présenté à la presse nationale et internationale. Placide Niaoué, Sidonie Davila. Une première dans l'univers de la presse écrite ivoirienne. La parution du mensuel d'information générale, La Synthèse. Il y a des quotidiens dans ce pays, il y a des hebdos, mais un tabloïd mensuel, ça n'existe pratiquement pas dans ce pays où c'est rare. Nous nous sommes inscrits dans ça. Nous avons décidé de synthétiser toutes les informations. Cela est important. Les informations quotidiennes sont relayées dans différents angles. Mais nous avons décidé de synthétiser, de prendre toutes les informations données par les autres et de donner ce qui n'a pas été donné. La synthèse, c'est un format de 12 pages composé entre autres de la synthèse de l'actualité politique à travers la rubrique stratégie et la section poule qui traite des faits de société. C'est aussi la mondialisation, Racine, Olympus, la vitrine du sport. Également à la présentation de la synthèse, une conférence sur le thème de la responsabilité de la presse dans un contexte préélectoral pour appeler les journalistes à plus de responsabilité. Le principal défi éthique lancé aux journalistes africains, le plus dur et le plus douloureux, est justement de faire leur travail correctement. Les journalistes devraient traiter toute actualité avec honnêteté intellectuelle, restituer fidèlement la vérité, rapporter les faits avec exactitude, les traiter avec objectivité. La synthèse se veut conforme aux principes de l'éthique et de la déontologie. Il dispose d'une jeune équipe rédactionnelle. La synthèse est à sa 6e parution. La Bibliothèque nationale lance la 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants. Elles vont se tenir du 9 au 15 décembre prochain autour du thème « Grandissons unis autour du livre ». Serge Coléa.
7 jours pour célébrer la littérature enfantine, renforcer le goût de la lecture chez les enfants en les plongeant dans l'univers éducatif et instructif du livre. La 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan est une initiative de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La particularité de cette édition, c'est la notion du vivre ensemble que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire voudrait développer par le biais du livre et de la lecture à l'intention des jeunes. 3 pays prendront part à cette édition 2014 des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan. Il s'agit de la France, du Cameroun et du Maroc. 3 prix sont en jeu, le prix de l'écriture dénommé Autour des mots, le prix de la meilleure récitation de poèmes et le prix du meilleur album pour enfants. Le parrainage de cette édition est assuré par Zora Gebari, l'épouse de l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire. Elle promet de contribuer à la réussite de cet événement qui inculque aux enfants les vertus de la connaissance et du savoir-faire pour la réalisation de leur bien-être. La 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan se tient du 9 au 15 décembre prochain. L'interdiction de l'utilisation du sachet plastique est entrée en vigueur depuis le 8 novembre dernier, mais la question suscite incompréhension et polémique, surtout chez les producteurs de ces sacs plastiques, petite industrie dont c'est la matière première. Alors que prévoit véritablement la loi à ce sujet? Quelle stratégie pour son application effective et quelles mesures d'accompagnement pour les entreprises concernées? Le directeur général de la salubrité urbaine, M. Camélan Pokou, est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour, Monsieur Camélan. Bonjour, madame. Alors, tout de suite, que dit réellement le décret portant interdiction de l'utilisation des sacs plastiques en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Le décret qui a été pris le 22 mai 2013 dit que l'utilisation des sachets plastiques, et d'ailleurs la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques est interdite. Et ce décret a vu dans sa mise en œuvre la prise d'un arrêté, l'arrêté qui a été pris par M. le Premier ministre le 19 février 2014, et l'arrêté vient préciser les modalités d'application de l'article 1 du décret du 22 mai pris par M. le Président de la République. Dans cet arrêté, il est dit quels sont les types de sachets plastiques qui sont interdits. En fait, c'est les sachets plastiques ordinaires, de couleur généralement noire, rouge, blanc. C'est des sachets qui sont très légers, très minces, et qui sont d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Des sachets qui sont volatiles. Et de plus, ce sont des sachets qui sont fabriqués à partir du pétrole. Le deuxième point, c'est les sachets, les tout petits sachets qui ont une longueur inférieure à 35 cm, une largeur inférieure à 20 cm. C'est des sachets qui ne portent pas d'étiquette, qui ne permettent pas, bien entendu, de savoir qui les a fabriqués. Des sachets qui ne disent pas leur résistance en poids, leur durée de vie, puisqu'on ne veut pas avoir les sachets longtemps dans la nature. Et le dernier point, c'est la destination du sachet. Tous les sachets de caisse, dans les grandes surfaces, même au marché, dans les supérettes, dans les boutiques, ces sachets sont interdits, même s'ils sont biodégradables. Ensuite, il y a les sachets qu'on utilise pour emballer les aliments dont la consommation se fait sur la voie publique, dans la rue, tels que les sachets d'eau. Ces sachets sont interdits. Enfin, les sachets qu'on utilise pour transporter les articles, lorsqu'on vient de faire des emplettes, ces sachets sont interdits. Et je précise que l'un de ces éléments, lorsqu'on le constate, l'un de ces éléments élimine automatiquement le sachet. Alors, vous avez parlé des sachets qui sont interdits, mais quels sont ceux dont l'usage est permis? Comment est-ce qu'on les distingue? Comment est-ce qu'ils doivent être utilisés? Quelles sont les conditions? Les sachets qui sont permis
sont d'abord, si nous restons dans le domaine de la distribution dans les supermarchés, c'est les sachets qu'on appelle les sachets qu'on utilise pour emballage primaire. C'est les sachets qu'on utilise pour emballer de façon primaire, et j'insiste sur le terme primaire, des articles. Et on les utilise pour empêcher que ces articles soient exposés. On les utilise pour protéger ces articles. C'est l'exemple du fromage qu'on conditionne dans du sachet plastique. C'est l'exemple aussi des papiers hygiéniques qu'on conditionne dans des sachets plastiques. C'est l'exemple de certains médicaments qui sont conditionnés au niveau des usines et qui sont mis dans des sachets plastiques. Ces sachets plastiques ne sont pas interdits. Mais je précise aussi qu'il faut que ces sachets plastiques soient biodégradables. Et l'alternative, c'est l'utilisation des sacs réutilisables. Vous allez dans un supermarché, vous faites vos achats. Au lieu de mettre vos articles dans un sachet plastique, vous achetez un sac réutilisable. Ces sacs réutilisables sont disponibles partout, dans tous les commerces, et à des prix très abordables. Vous utilisez ces sacs réutilisables pour transporter vos articles. C'est l'utilisation aussi des sacs en papier. Et d'ailleurs, au niveau des pharmacies, au niveau de certaines boulangeries, ces sacs en papier sont d'usage courant. Alors vous avez parlé des sacs en papier, on sait qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour conditionner l'eau par exemple. Est-ce que pour les sachets d'eau que nous voyons communément dans les rues, le biodégradable est applicable? Pour les sachets d'eau, le biodégradable n'est pas applicable. Pour les sachets d'eau, l'alternative qui est offerte, et d'ailleurs dans le cadre des rencontres que le ministère a organisées avec tous les opérateurs du secteur, bien avant la prise du décret, pour avoir un consensus autour de cette question, nous avons rencontré le syndicat national des producteurs d'eau de Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes ont promis passer à un autre type d'emballage qui protège l'environnement et ne menace pas la santé des individus. Donc, il y a aujourd'hui d'autres alternatives. Il y a les bouteilles en plastique. Il y a même les gobelets qui peuvent être utilisés pour conditionner l'eau qu'on vend partout. Donc, je précise encore une fois que les sachets d'eau, qu'ils soient biodégradables ou non, sont interdits. Alors, ça veut dire que l'accord a été préalablement trouvé avec les producteurs d'eau. Justement. Aucun sachet d'eau. Justement. Avant la prise du décret, des rencontres régulières ont été organisées avec tous les groupements du secteur. Le ministère a rencontré, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie ont rencontré tous les groupements, la Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les chambres de commerce libanaises et les chambres de commerce de Côte d'Ivoire, l'Union générale des entreprises de Côte d'Ivoire et, je répète, la fédération, le syndicat national des producteurs d'eau de Côte d'Ivoire. Et l'objectif était d'avoir un consensus, puisque le président de la République n'avait pas l'intention, en prenant ce décret, de porter atteinte à l'activité industrielle et commerciale. L'objectif, c'est de protéger l'environnement et de nous donner un cadre de vie sain. Donc c'est à la suite de ces rencontres qu'un consensus a été trouvé. Et d'ailleurs, c'est ce consensus qui a fait le lit de l'arrêté d'application du Premier ministre qui a été pris. Donc toutes les dispositions contenues dans cet arrêté sont des dispositions consensuelles. Et d'ailleurs, l'arrêté a mis en place un comité paritaire État-secteur privé. Et ce comité paritaire a des missions bien précises. C'est de veiller à l'application des dispositions de l'arrêté, de faire le suivi et l'évaluation, de faire les rapports de suivi, d'identifier les dysfonctionnements et de proposer les mesures correctives, et de faire en sorte que les conventions qui ont été signées entre l'État et le secteur privé relativement au rachat et à la valorisation des déchets sachets plastiques soient effectives. Malheureusement, ces conventions n'ont pas encore été mises en œuvre par le secteur privé. Et là, je voulais profiter pour rendre hommage à l'ADDR. L'ADDR qui, avec l'appui de l'ONUCI, a pu installer 2 unités de valorisation des déchets sachets plastiques à Atekoubé et à Koumassi. Et l'ADDR envisage sur les 2 années à venir s'étendre sur 14 villes, créer 10 000 emplois avec un chiffre d'affaires de 17 milliards. Et en plus, il y a aussi qu'au niveau de l'artisanat, avec le ministère du Commerce,
de nombreuses femmes, des milliers de femmes, ont pu s'organiser en groupement pour travailler dans le secteur de la production des sacs réutilisables. Donc, c'est ce qui est fait actuellement dans ce domaine. Alors, vous avez parlé de bouteilles, de gobelets pour conditionner l'eau et tout, mais on voit que sur le terrain, les sachets d'eau continuent de circuler. Certains producteurs disent qu'ils n'ont pas encore eu le temps de changer leurs machines, ou encore qu'ils n'ont disposé que de 6 mois, ou bien que ce sont de gros moyens qui ont été investis. Alors, ceux-là, est-ce qu'ils vont aller tout simplement pointer au chômage? Ou bien est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Le décret et l'arrêté sont clairs. Et je le répète, aucune des mesures n'a été prise de façon unilatérale. Le gouvernement a rencontré tous les acteurs de la filière. L'article 5 de l'arrêté dit que les opérateurs ont 6 mois pour écouler leur production, leur stock. Donc, passé ce délai, ces stocks qui n'ont pas pu être écoulés vont être saisis et détruits ou recyclés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, et recyclé pour fabriquer d'autres articles. Donc, ces opérateurs, cette mesure qui a été prise, donne des opportunités. La fabrication des sacs réutilisables, la fabrication des sacs en papier, les opérateurs n'ont qu'à se reconvertir dans ces secteurs qui sont des secteurs prometteurs. Donc, personne ne pointera au chômage, au contraire, il y a beaucoup d'emplois, des opportunités d'emploi qui existent, qui sont offertes par cette mesure d'interdiction et qui viennent compenser un peu ce qu'on peut appeler comme chômage dans ce secteur. Il n'y aura aucun chômage dans le secteur. Je rappelle que nous sommes avec M. Camélan Omer Pokou, directeur général de la salubrité urbaine. Alors, vous l'avez dit, le décret est clair, l'arrêté est clair. Mais pourquoi est-ce qu'on voit que ça grogne toujours? Est-ce un manque de sensibilisation? Il ne manque pas de sensibilisation ni de communication. Nous avons commencé avant la prise du décret, nous avons commencé la rencontre. Nous avons fait des séances de sensibilisation de proximité, des spots télé, radio, des émissions sont organisées, dont celle-ci, pour expliquer le bien fondé de la mesure qui a été prise et pour expliquer la nécessité pour tous de s'associer à cette mesure. Nous continuons la sensibilisation et d'ailleurs, il y a certains qui considèrent que le gouvernement est un peu trop mou. Le gouvernement n'est pas mou, le gouvernement veut allier le développement économique, le développement industriel à la protection de l'environnement et à la protection de la santé. Donc, c'est normal qu'on continue de sensibiliser, nous continuons la sensibilisation, mais je rappelle que depuis peu, l'ANASU, à travers la brigade de salubrité, a commencé à la répression, à saisir les sachets d'eau, parce que vous imaginez une ville comme Abidjan, environ 5 millions d'habitants, si nous prenons seulement les sachets d'eau, c'est un peu plus de 3 millions de déchets sachets plastiques qui sont libérés dans la nature. Mais cela fait trop. Et il est temps que cela s'arrête. Bien entendu, dans l'intérêt de nous-mêmes, les générations actuelles, et aussi de nos enfants. Nos enfants ne veulent pas, et nous-mêmes, nous ne souhaitons pas laisser à nos enfants un environnement et un cadre de vie dégradé par les sachets plastiques. Alors, M. Camélan, vous parliez tout à l'heure de sensibilisation. Grâce Kando nous conduit dans la commune d'Atekoubé, où il y a eu justement le lancement d'une campagne de sensibilisation. La mesure d'interdiction prise par le gouvernement ivoirien portant sur l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire est entrée dans sa phase active depuis le 8 novembre. À cet effet, une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation en matière d'environnement est lancée. La commune d'Atekoubé a été choisie pour le lancement. Je voudrais, au nom de mes pairs gestionnaires de cité, et surtout au nom de mon conseil et de la municipalité, rassurer le gouvernement que cette action salutaire va être portée par nous-mêmes auprès de nos populations pour que demain, l'environnement soit harmonieux, pour que nous ayons aussi la santé pour préparer le développement de notre pays. Les sachets plastiques sont un danger pour l'environnement et une menace pour la santé. Les sachets plastiques ont un impact négatif sur la santé et sur l'environnement. Les composés chimiques du plastique
sont très souvent cause de maladies liées à l'appareil génital de l'homme et à celui de la femme. Des perturbations endocriniennes ou aussi des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. La femme est le vecteur de tout. Donc c'est vous qui devez vous approprier ce message de sensibilisation de la propreté. Et en tant que bénéficiaire donc des programmes de salubrité, je vous demande de respecter chaque jour les règles de propreté de votre cadre de vie. Selon le représentant du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, professeur Nguessan Alexandre, ces actions de sensibilisation ont pour objectif de rencontrer les acteurs ou opérateurs dont les installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité et au cadre de vie et de faire connaître aux populations les sanctions qui découlent de l'utilisation des sachets plastiques. Une campagne de sensibilisation marquée par une remise de matériel de salubrité. Voilà, c'était un reportage signé Grace Kando et elle a bien dit, il y a des sanctions qui sont prévues pour les personnes réfractaires à ce décret portant interdiction de l'usage des sacs plastiques. Quelles sont ces sanctions? Le décret vise précisément le code pénal. Le décret vise le code de l'environnement, le décret vise le code relatif à la protection de la santé publique et à l'environnement. Les réfractaires à cette mesure, bien entendu, tombent sous le coup de la loi. Les sanctions, il y a bien entendu les peines de privatives de liberté, et puis il y a aussi les amendes. Les amendes vont de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et les peines, les emprisonnements vont de 15 jours à 6 mois. Donc tous ceux qui ne respecteront pas les dispositions du décret et de l'arrêté tomberont bien entendu sous le coup de ces sanctions. Il y a encore d'autres sanctions qui sont encore beaucoup plus importantes, qui sont contenues dans le code pénal. Et l'initiative que le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a pris, c'est de rencontrer les services du procureur de la République pour qu'ensemble, les mesures qui vont être prises soient des mesures qui respectent le droit. Alors, vous avez donc parlé de tous les contours de la loi, vous avez parlé des conséquences sur l'environnement. Et quelles sont les conséquences aussi sur la santé des populations, puisqu'il s'agit aussi de ça? Vous savez, les sachets plastiques qu'on jette dans la nature obstruent les caniveaux. Ils provoquent des inondations. Nous avons l'exemple de la baie de Cocody qui est en train d'être comblée en majorité par les sachets plastiques. On a aussi le carrefour de l'Indénié. Et vous savez, quand il y a une stagnation d'eau, il y a la pullulation de moustiques. Et Dieu seul sait ce que le paludisme peut faire comme dégâts dans la population. À côté du paludisme, il y a tout ce qui est lié à l'insalubrité causée par les sachets plastiques, la fièvre typhoïde, le choléra, qui sont des maladies à forte létalité et qui empêchent les populations de vaquer à leur occupation facilement. Il y a aussi le fait que les inondations que nous avons connues tout récemment, en juin-juillet 2014, qui ont provoqué malheureusement de nombreux dégâts matériels et bien entendu des morts, tout ça est imputable à l'utilisation abusive des sachets plastiques. Et à côté de ces conséquences sanitaires importantes, il y a aussi tout ce qui est conséquences d'ordre économique. Il y a les dépenses de santé directes ou indirectes, les longues journées de travail perdues. Et lorsque les sachets plastiques détruisent ou dégradent les ouvrages d'assainissement, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État est obligé de dépenser des milliards et des milliards pour la remise à niveau de ces ouvrages. Donc les sachets plastiques, au-delà des dégâts qu'ils provoquent à l'environnement, au-delà des dégâts qu'ils provoquent au niveau économique, nous rendent malades et il est nécessaire que cela s'arrête.
Merci, Monsieur Kamenan. Alors, on va rester sur votre mot de fin. Il est nécessaire que cela s'arrête. Je rappelle que nous avons parlé de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Elle est entrée en vigueur depuis le 8 novembre dernier. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.